Donc je passe directement au prochain exposé. Monsieur Michel Maffezoli vient de nous rejoindre, donc, qui est sociologue émérite à l'Université de la Sorbonne et qui nous a fait l'honneur de nous présenter un exposé sur cette thématique en venant exprès de Paris. Merci de votre invitation. Je ne sais pas si vous m'avez donné 30 minutes, hein, c'est ça, hein, d'accord. Voilà. Je ne sais pas si ce que je vais vous dire va vous intéresser. En tout cas, j'ai regardé votre programme, il est riche, hein, il est holistique, pour le dire d'une manière un peu comme ça, un peu chic. En tant que vieux prof, je trouvais c'est ce que je donnais comme appréciation dans mes thèses, il est pertinent quant à son objet, et il est prospectif. Donc voilà un peu mon sentiment. Je demande votre indulgence tout de même, parce que j'ai vu que c'était très divers. Vous avez dit que j'étais professeur émérite à la Sorbonne, en sociologie. Émérite, c'est une manière chic de dire à la retraite, hein, tout simplement. Donc, et j'en suis très heureux, parce que je me sens très peu sociologue, à vrai dire, pour tout vous avouer. Je l'ai été pendant 35 ans. Mais je trouve que l'université devient tellement ennuyeuse que je préfère être ailleurs qu'à l'université. Je vous prie de m'excuser puisque vous êtes à l'université, bien évidemment. Alors, je vais donner, comme on disait dans mon âge, quelques banalités de base, hein, c'est-à-dire dire et redire un certain nombre de choses, ce que la sagesse populaire le dit. En fait, ça sera, d'après ce que je vois, un peu des remarques apéritives, puisque le repas a l'air bien chargé, en quelque sorte. Hein. Donc, toute œuvre, dit-on, musicale, littéraire, théorique, repose sur une idée obsédante. Moi, la mienne, c'était dans les années 70, à l'époque, c'était pas de mode, de faire une critique du mythe du progrès, qui dans le fond est, pour le dire simplement, la forme profane. Et c'est pas moi qui dis, c'est Karl Marx qui l'a indiqué, hein, quand il parle de la politique comme la forme profane de la religion. Le progrès, et je m'en étais expliqué à l'époque dans ma thèse d'État, n'est que la forme profane du messianisme sémitique. Je préfère dire sémitique plutôt que judéo-chrétien, hein, c'est-à-dire à la fois juif, chrétien, islam, qui reposait, je le dirai dans un instant avec un mot un peu savant, sur quelque chose qui est ailleurs. Et dans ce que fut ma thèse d'État en 1978, j'avais intitulé ça « La violence totalitaire ». Et pour moi, la violence n'était pas forcément d'ailleurs ce qu'il est habituel de qualifier comme violence, mais c'était la violence de l'État, tout simplement, qui a aseptisé, hygiénisé la vie sociale. Hein, ce que j'avais appelé ça le totalitarisme doux. Je considère qu'il y a une erreur fondamentale dans mon propos, puisque c'était un vrai totalitarisme, et que la notion de doux était quand même une indulgence que j'ai eu tort d'élaborer. C'est fondamentalement, et nous le vivons actuellement, ce que les nazis appelaient la mise au pas, Gleichschaltung. Dans le fond, on voit bien comment cette mise au pas se prépare sur la longue durée. Avant d'entamer mon propos, peut-être un petit apologue qui m'est toujours cher. Comment se crée en son temps et mythiquement la cité, la ville de Thèbes. C'est Cadmos qui crée cette ville et il a 2 petits-fils et il donne la gestion de la cité à Pentée, qui, comme son nom ne l'indique pas, est un sage gestionnaire, en fait, le technocrate du moment, et le mythe commence ainsi. Tout est rationalisé, la ville a racheté le fait de ne plus mourir de faim par celui de mourir d'ennui. Voilà. C'est ainsi que commence le mythe. Et c'est à ce moment-là, chose curieuse, que les femmes conduites par Agavée, je dis chose curieuse parce que c'est la mère de Pentée,
qui vont chercher le second petit-fils de Cadmos et qui est Dionysos. Et cette figure de Dionysos, j'y reviendrai dans un instant, elle est très curieuse dans le fond parce que il est de l'autre côté de la Méditerranée, de la mer Égée, Antalya actuellement. Donc c'est un étranger, c'est pas un grec. Il est bifronce, comme l'on dit, c'est-à-dire qu'il est à la fois le grand gaillard barbu et les faibles androgynes. Donc encore une fois une espèce d'ambiguïté qui n'est pas négligeable. Et dernier point, et c'est important, c'est un dieu qui est à l'opposé des autres dieux qui sont des dieux ouraniens, des dieux du ciel. C'est un dieu chtonien, autochtone de cette terre-ci. Voilà. Et donc les femmes introduisent Dionysos dans la cité, vous le connaissez, ce sont les fameuses Dionysies, les bacchanales. Et dans le fond, la violence est à minima, c'est-à-dire Pynthée est tuée, et la ville retrouve son âme. Voilà. Bon, je trouve que c'est un bel apologue, si vous voulez, et pour ma part, c'est mon idée obsédante, c'est-à-dire comment il est important de ritualiser, éventuellement d'homéopathiser la violence, ou pour le dire bref, et j'y reviendrai, l'humus dans l'humain. Pour moi, c'est ça le sauvage. C'est-à-dire en quelque sorte se rappeler un peu de cette règle de base qu'il y a de l'humus dans l'humain. Et pour moi, c'est ça l'ombre de Dionysos, qui fait qu'il y a un glissement qui s'observe dans le temps, d'ailleurs régulièrement cela revient, au-delà de l'économie, qui est, souvenez-vous-en, nomos en grec, c'est la loi de la maison, oikos. Au-delà, et je vous prie de m'en excuser puisque je considère que le mot n'est plus pertinent, au-delà de l'écologie, qui est encore logos, le savoir sur la maison commune, personnellement, j'ai proposé la notion, avec d'autres d'ailleurs, d'écosophie, c'est-à-dire la sagesse de la maison commune. Vous voyez que pour moi, c'est ce glissement qui est en jeu, dans une perspective, vous le comprendrez, qui est à bien des égards métapolitique. Alors que et l'économie et l'écologie, de mon point de vue, restent dans cette dimension politique, et c'est en ce sens que et l'une et l'autre me paraissent désuètes. Et alors c'est comme ça qu'on peut comprendre, à partir de cette sagesse, qu'est-ce qui peut en être du régulier retour, dans le fond, de la vie sauvage. En insistant tout d'abord sur un point, quand on prend le risque de m'inviter, que je rappelle toujours, c'est qu'au-delà de ce qu'est, si je puis dire, notre cerveau reptilien, le linéarisme historique, qui a culminé bien sûr au XIXe siècle dans la philosophie de l'histoire hegelienne. L'humanité serait partie d'un point A de barbarie pour arriver à un point B de civilisation absolue, et c'est ça là le mythe du progrès. Fondamentalement, c'est comment c'est là, je dis bien mythe du progrès, comment s'élabore en quelque sorte ce linéarisme. À l'opposé de cela, je dirais le bon sens et la droite raison réunis. C'est quand même nos deux éléments un peu essentiels. Descartes l'a bien montré, et il y a des époques. J'aime bien les étymologies. Le mot époque signifie en son sens savant suspend des valeurs qui étaient jusqu'alors dominantes. D'une manière plus triviale mais non moins intéressante, le mot époque signifie parenthèse. Tout simplement, ça signifie le fait que quelque chose, une parenthèse, ça s'ouvre, et une parenthèse, ça se ferme. Ouais. Et là, vous avez compris que de mon point de vue, la transmutation épocale que nous vivons, c'est la fin de la parenthèse moderne, de l'époque moderne. Et en même temps, je le dirai d'une autre manière dans un instant, l'émergence, l'ouverture d'une autre époque que certains, et je suis de cela, faute de mieux, appellent post-modernité. Voilà, que dans le fond, il y a quelque chose qui s'achève, et quelque chose, à partir de ce qui s'achève, quelque chose d'autre qui renaît. Je rappelle là encore quelques-unes de ces banalités qui ont été, pour moi, la pensée nietzschéenne est une pensée importante, l'ambivalence qu'il montrait entre Apollon et Dionysos. Dans l'histoire de l'art, juste pour l'indiquer, Walter Pater, qui est un grand historien anglais de l'histoire de l'art, montrait qu'on avait aussi des époques classiques et des époques baroques. Vous voyez ? Et moi, pour ma part, tout au long de ma carrière, j'ai montré justement le fait que peut-être la grande dimension prométhéenne, celui qui vole le feu aux dieux, qui est donc le symbole de l'industrie, est progressivement en train de laisser la place à cette figure dionysiaque. Donc voilà, chaque culture a toujours une idée dominante. Je dis bien dominante, étant entendu qu'en mezzo voce, l'autre reste. Si on prend par exemple Apollon et Dionysos, on peut avoir Apollon et en mezzo voce Dionysos, et vice-versa, etc.
Et un grand sociologue très peu connu d'ailleurs en France, qui est sociologue de la culture, Sorokin, montre dans cette même type de pensée et d'ambivalence, il montre qu'il y a des grands moments rationalistes et des grands moments sensualistes. Voilà. Alors, gardons ces mots, oublions-les, peu importe, et que, à bien des égards, Apollon, justement, serait un peu cette grande période rationaliste, moi je dis idéosophique, où seule l'idée prévaut, et que c'est à partir de cette idée que l'on va penser et construire le monde. Et le dieu que j'ai dit, chtonien, Dionysos, met l'accent justement sur le sensuel, l'émotionnel, les affects, enfin, toutes ces diverses modulations. Avec bien sûr une autre attitude dès lors que l'on a quant à la manière de se penser, l'épistémé, ou le paradigme, hein, si on prend soit le mot de Foucault, soit le mot de Thomas Kuhn, soit bien sûr quelque chose d'autre, encore une fois, qui va mettre sur cette une conception, je dirais, beaucoup plus, là, dans une perspective aristotélicienne, une perspective beaucoup plus entière. C'est ça, le holos. C'est ça, le holisme, sous ses diverses modulations. Alors, cela dit, encore une fois, un peu dans l'optique de ce que j'indiquais tout à l'heure, si je le dis d'une manière un peu simple, la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. C'est-à-dire qu'il y a toujours un processus, c'est ça le mécanisme, ce Sorokin dont je viens de parler, utilise une image très belle d'ailleurs, il dit, enfin très simple, il dit il y a des processus, dit-il, de saturation. En chimie, les diverses molécules qui composent un corps donné, à certains moments ne peuvent plus rester ensemble pour diverses raisons, usure, fatigue, etc. Déstructuration, déconstruction. Mais dans le même temps, ces diverses molécules rentrent dans une autre composition. C'est ça, la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Hein, quelque chose qui met l'accent à la fois sur l'impermanence et la continuité. L'impermanence des institutions et la continuité. Et c'est important d'avoir cela à l'esprit, hein, là encore, puisque j'ai cité Nietzsche, qui dit bellement, hein, les vraies révolutions avancent sur les pas des colombes, à bas bruit. Je pense que quand il y a quelque chose de cet ordre, une mutation, révolution, transmutation, peu importe, c'est jamais d'une manière brutale et totale. J'ai dit époque, qui dure 4 siècles, 3-4 siècles. Entre des époques, il y a des périodes qui durent quelques décennies. C'est ce que nous vivons. Périodes qui sont toujours crépusculaires, si je puis dire. C'est-à-dire on pressent les valeurs qui sont en train de cesser et on balbutie tout simplement sur ce qui est en train de naître. Il n'y a pas système, hein, il n'y a pas quelque chose qui fait qu'on peut élaborer actuellement un système, mais je dis bien des balbutiements. En même temps, ces périodes crépusculaires, eh bien, il y a ce désaccord fondamental, moi c'est l'objet de mes derniers travaux, entre la société officielle et la société officieuse. Ce n'est pas la première fois dans les histoires humaines qu'il y a ce décalage. Hein. Vilfredo Pareto parlait de la circulation des élites. Nous sommes dans un de ces moments où il y a un désaccord fondamental. Élite, ceux qui ont le pouvoir de dire, ceux qui ont le pouvoir de faire, et le peuple, dont on a peur. Hein. On va parler de populisme comme étant une manière, en quelque sorte, de stigmatiser. Voilà un peu le préalable à mon propos. En 2 temps, un diagnostic et un pronostic. Le diagnostic, donc, ce qu'on est en train de quitter, dans l'optique que je viens ici d'indiquer. Je l'ai dit tout simplement, je vais raccourcir ici ce propos, mythe du progrès, le progressisme. Pour le dire d'une manière imagée, ce que j'appelle, moi, le syndrome de Protagoras. Hein, vous connaissez l'image de Protagoras dans la mythologie, c'est-à-dire, dans le fond, l'homme mesure de toutes choses. Et qu'on voit bien comment régulièrement il y a alors je dis syndrome, on pourrait dire fantasme, etc. Quelque chose qui met l'accent, pour reprendre encore une expression grecque qui est connue, l'hubris, l'orgueil. L'orgueil de la démesure. Hein. L'homme mesure de toutes choses, aboutissant à une sorte de démesure. Et cela repose sur un mot très simple, dans le fond, l'instrumentalité. C'est-à-dire considérer la nature, l'autre soi-même, dans cette perspective instrumentale. Là encore, 2 moments très simples, un mythologique et l'autre pas moins non plus d'ailleurs, quand le jardin d'Éden dans la Genèse est donné à cultiver à l'homme. Hein, et on a là, je dirais, le fondement mythologique, en quelque sorte, de cette hubris dont j'ai parlé il y a un instant. Et quelques millénaires plus tard, Descartes, on ne s'en souvient pas assez, mais au milieu même du discours de la méthode, cette petite phrase de rien du tout et non moins inspirante, l'homme
comme maître et possesseur de la nature. Comme maître et possesseur de la nature. Et on a là, je dirais, quelque chose qui renvoie à bien des égards à cette espèce d'hubris dont j'ai parlé il y a un instant et qui va constituer, ce que j'ai dit un peu sottement, notre cerveau reptilien. L'autre caractéristique de cette perspective instrumentale, c'est une spécificité à la fois culturelle et cultuelle qu'on analyse assez peu, d'une manière curieuse. Le mot savant, je le dis et je l'explique, c'est une conception dite sotériologique. Il y a un salut. Et c'est cette idée du lointain. Là encore, deux moments, c'est la cité de Dieu augustinienne, Saint-Augustin, et Karl Marx, la société parfaite. Et on voit bien comment, je dis bien spécificité culturelle et cultuelle. On ne le trouve pas en Extrême-Orient, on ne le trouve pas dans les traditions amérindiennes sous ces diverses modulations, mais encore une fois, quelque chose qui fait qu'il y a, si je reprends ici une expression de Freud, un report de jouissance. La jouissance n'est pas pour maintenant, elle est pour un peu plus tard. Et on voit bien ce que j'appelais tout à l'heure ce messianisme sémitique qui va renvoyer de diverses manières l'acclimatation et la jouissance de ce monde à quelque chose qui est à venir. Le moyen de cela, je l'emprunterai ici à Max Weber, dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. La phrase est simple, rationalisation généralisée de l'existence. Tout est soumis à raison, tout doit donner ses raisons. C'est-à-dire que ce qui est une spécificité de notre espèce animale, la raison, j'ai dépassé déjà ? Ah non, mais je regarde, j'ai ma montre, j'ai 15, donc je serai attentif. Vous voyez, je fais exprès pour bien montrer, là, je serai attentif. Et j'arrêterai quand je serai à 25, si j'ai bien compris, c'est ça, d'accord. Donc cette rationalisation repose sur cette idée de coupure, de séparation, fondamentalement. Et vous voyez, là encore, j'ai dit coupure dans le sens que Freud emploie ce mot, Spaltung, dichotomisation entre le corps, l'esprit, la nature, la culture, et tout à l'avenant des éléments de cet ordre, et cela aboutissant à cette espèce d'utilitarisme. Encore une fois, ne vaut que ce qui sert. Heidegger, poussant jusqu'au bout cette logique de l'utilitarisme, parlait d'ustensilarité. Vous voyez ce que ça veut dire, l'idée d'ustensilarité dans le sens simple du terme, considérer le monde, les autres, soi-même, comme des ustensiles. Le mot ustensile, c'est ce que je peux manœuvrer, manipuler, ce que j'ai à la main, de diverses manières. Et voilà un peu, je dirais, la logique de cette perspective utilitariste aboutissant à la nature comme objet, dans le sens simple du terme, objectum, ce qui est là jeté devant soi, sur lequel le sujet va agir. Voilà un peu, je dirais, ce qui est notre manière de faire, ce qui a été le propre même de la domination du monde, aboutissant à la dévastation du monde. Juste pour le dire d'une manière imagée, mon maître Gilbert Durand, un grand anthropologue silanais, montrait qu'il y avait des moments où existait le régime diurne de l'imaginaire, et à d'autres moments, j'y reviendrai, le régime nocturne de l'imaginaire. Et le régime diurne de l'imaginaire est dominé, dit-il, par des objets contondants. Le glaive qui tranche le vrai du faux, le soc de la charrue, symbole de Prométhée, qui est l'industrie, et le phallus dressé. Voilà en quelque sorte ces objets contondants, encore une fois, agissants, qui ont cette fonction utilitariste que je viens de dire. Voilà un peu ce que, de mon point de vue, on est en train de quitter, et ce que j'appelais tout à l'heure le mécanisme de saturation. Quelque chose qui a fait qu'il y a une inversion de polarité, comme cela arrive d'ailleurs régulièrement dans les histoires humaines. On est dans un de ces moments. Alors voilà, le pronostic, je dis bien pronostic. Sur le diagnostic, avec les mots que j'ai employés ou bien d'autres, il y a des types d'accords qui ont été faits sur ces systèmes interprétatifs. Le pronostic est beaucoup plus délicat et dans le sens simple du terme, des indices. Je peux donner index, ce qui pointe un certain nombre de choses. Je le dirais très simplement, pour moi, ce qui est en jeu, c'est le sentiment d'appartenance. Non plus, encore une fois, ce lointain, mais au contraire, être là, dans le sens simple du terme. Je raccourcis mes propos, un mot de Leibniz, appetitus, l'appétit, sous ses diverses modulations. Ou encore le vouloir vivre schopenhauerien, qui, moi, me paraît important. C'est ce que j'ai traduit en parlant un de mes livres s'appelle « Éloge de la raison sensible ». C'est-à-dire ne pas dénier la raison,
mais ne pas aboutir au rationalisme. Et quand je dis raison sensible, je ne faisais que reprendre un point qui avait été développé tout à la fois par Aristote et un peu plus tard par saint Thomas d'Aquin, « Nihil est in intellectu qui non fut prius in sensu ». Il n'y a rien dans l'intellect qui n'ait d'abord été dans les sens. Que dans le fond, c'est un peu cela qui est en jeu, de mon point de vue actuellement, au-delà. Et c'est ça la figure emblématique de Dionysos, qui conduit au fait qu'on n'est plus dans ce qui est la grande idéologie moderne, le développementalisme, le développement, sous ses diverses modulations. Moi, j'ai proposé ici un néologisme, enfin un mot comme ça qui vaut ce qu'il vaut, enveloppementalisme, enveloppé dans les strates de l'existence, dans les strates de la nature. Que de mon point de vue, c'est ce un peu qui est dans l'air du temps. Encore une fois, dans la société, je dis bien officieuse, d'une manière qui n'est pas dominante, mais j'ai bien dit, toutes ces révolutions avancent sur les pas des colombes, comme ça, d'une manière un peu à la fois discrète, et là, dans le fond, la discrétion est peut-être l'élément essentiel, la discrétion, le discernement, fondamentalement, qui me paraît être en jeu. Et c'est cela, si vous voulez, où, je le disais il y a un instant, on va revenir divers archaïsmes. J'ai bien dit non plus l'économie, non plus l'écologie, mais l'écosophie. Arché, en son sens étymologique, c'est ce qui est premier, ce qui est fondamental. En d'autres termes, vous voyez, pour moi, c'est ça l'élément important qu'il faut comprendre. Un temps einsteinisé. Le temps einsteinisé, c'est-à-dire quand le temps se contracte en espace. La grande dominante de la modernité, c'est le temps, l'histoire du salut, qui ne fait que traduire ce qu'était l'histoire stricto sensu, l'économie du salut, qui va devenir l'économie stricto sensu. C'est le temps. Alors qu'à certains moments, c'est l'espace. Voilà pour moi ce qui est important, cette einsteinisation du temps en espace. C'est le localisme. Vous voyez, si je le dis au travers de deux termes un peu soutenus, on quitte le logocentrisme, logos, pour un lococentrisme. Et dans le fond, le corporisme, ce n'est pas autre chose, c'est-à-dire redonner son sens fort à l'idée de domus, la maison. Je disais oikos en grec, domus en latin, c'est-à-dire la faune, les odeurs, le sensible. Et voilà ce qu'est, de mon point de vue, l'animalité permettant d'éviter la bestialité. C'est-à-dire que dans le fond, c'est parce que si on sait, j'ai bien dit, l'apologue que j'ai donné tout à l'heure en rend compte, ritualisé, homéopathisé, encore une fois, cet aspect sauvage, animal, qu'on peut éviter la bestialité. Le siècle précédent a bien montré que sous ces divers totalitarismes, eh bien justement, c'est parce qu'on n'avait pas su intégrer cette animalité qu'on était arrivé à cette bestialité. Et les camps, qu'ils soient nazis ou qu'ils soient communistes, et de ce point de vue, il faut mettre une équivalence, rendent compte tout simplement de cette bestialité. Encore une fois, ce qu'on n'a pas su homéopathiser, ce qu'on n'a pas su ritualiser, va devenir, dans le sens simple du terme, pervers, pervia. Ça prend des voies détournées. Et que la perversion, c'est tout simplement le fait qu'on n'a pas réussi à intégrer un peu à la manière dionysiaque, ce que j'appelais tout à l'heure les bacchanales et les dionysies, c'est-à-dire autre manière de savoir intégrer la violence sans être dominé par cette violence. Dès lors, on n'est plus dans l'homme maître et possesseur de la nature, mais le mot qui n'est pas de moi, mais qui est de Gilbert Durand, le trajet anthropologique, c'est-à-dire non plus un subjectif agissant sur un objet, nature inerte, sujet maître, mais trajectivité, c'est-à-dire quelque chose qui va faire une liaison, interaction de trajectivité. Et j'aime beaucoup cette expression trajet anthropologique, intégrant l'animalité, le poil, la peau, les humeurs, intégrant le sauvage. Et j'ai bien compris qu'il n'y aurait pas de discussion, mais s'il y avait eu discussion, on peut montrer cette animalité dans la mode, par exemple, dans ce que j'ai appelé le corporisme, le retour du corps. Foucault montrait au XIXe siècle que le corps n'était légitime que s'il produisait ou s'il reproduisait. Là, on voit bien, je dis corporisme, le mot n'est pas très heureux, mais en tout cas quelque chose qui fait que c'est le corps en tant que tel qui est valorisé. Mode, diététique, bodybuilding sous ses diverses modulations. On pourrait trouver des quantités de manifestations et d'expressions. Dès lors, on n'est plus, je reprends ici, c'est plus le régime diurne de l'imaginaire, dominant, objet contondant, etc. Mais reprenons cette image du régime nocturne. Quand Durand parle du régime nocturne, l'image qu'il donne, c'est la coupe, le creux. Et pour moi, c'est un peu ce glissement du contondant vers le creux, c'est-à-dire le retour à la matrice. La terre-mère, dirait Edgar Morin, Chateaubriand, on ne l'utilise pas souvent, matrie,
à l'opposé de simple patrie, matrimoine. Moi, j'ai traduit cela, je sais que l'expression n'est pas forcément heureuse, l'invagination du sens. C'est-à-dire non pas un sens qui va... Non, parce qu'en grec, ce qui était dominant dans la pensée, c'était le logos permatikos, ratio seminalis en latin. Ces expressions disent bien ce qu'elles veulent dire. Encore une fois, ce qui se projette. Là, quand je dis invagination du sens, ben voilà, quelque chose qui va revenir au trou, au creux, etc. Voilà, je vais aller plus avant puisque j'arrive à 25, mais disons, ce qui fait que, dans le fond, on va penser le rythme de la vie. En grec, rythme, réo, réein, c'est ce qui s'écoule à partir d'un point fixe. C'est ça le rythme de la vie. Et on va penser le rythme de la vie, non plus encore une fois à partir de ce qui est lointain, sotériologie, mais ce qui est là, l'être là, la phénoménologie allemande, Dasein, être là, être le là, en quelque sorte, qui me paraît important. J'ai traduit cela, moi, par un oxymore, j'ai parlé d'enracinement dynamique. C'est-à-dire non plus un développement, mais une croissance à partir des racines. L'idée d'enracinement dynamique dit bien ce que cela veut dire. C'est-à-dire la plante humaine, tout d'un coup, se souvient que comme toute plante, elle a besoin de racines pour croître. Et dynamis, c'est la force. Et quand on dit enracinement dynamique, c'est justement mettre l'accent sur le fait que c'est à partir de ces racines qu'il peut y avoir une croissance. Voilà. Dès lors, on n'est plus dans ce qui est le fameux bien-être économiciste, mais je dirais un plus-être. Un plaisir d'être sous ces diverses modulations. C'est ça l'entièreté de l'être, c'est ça la postmodernité. En termes imagés, vous voyez, notre schéma, pour le dire fort simplement, deux images, c'était la flèche du temps. C'est par là que j'ai commencé. Dans le fond, le progressisme sous ces diverses modulations et la grande perspective hegelienne. À l'opposé, vous aviez le cercle nietzschéen, le retour du même. Ce que j'essaie de dire, ce que j'ai essayé d'indiquer ici, ce qui me paraît être en jeu dans cette animalité, c'est ni la flèche du temps, ni le cercle, mais la spirale. L'image de la spirale, c'est qu'on voit revenir à un certain niveau des choses qu'on avait cru dépasser et que dans le fond, il y a là quelque chose qui n'est plus le dépassement, qui est le concept hegelien. Aufhebung, thèse, antithèse, synthèse. Mais l'idée, on a une expression, un concept allemand que difficile de traduire en français, Verwindung. Verwindung, c'est la reprise, la distorsion et la guérison. Et pour moi, c'est cela qui permet de comprendre que l'animalité contribue en quelque sorte au réenchantement du monde.